Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Le Forum pour l'emploi est de retour. Il aura lieu lundi prochain au Grimaldi Forum avec des nouveautés. Et nous en parlerons dans quelques instants avec Christophe Robineau, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Le président du Conseil national, Thomas Brezzo, au Monténégro, un déplacement qui s'inscrit dans la continuité de la conférence annuelle des présidents de parlement des petits États d'Europe. Puis nous ferons plus ample connaissance avec Kevin Roustan et Christophe Santini, un duo déjà auteur de plusieurs exploits sportifs. Ils s'apprêtent à se lancer dans une nouvelle aventure avec le soutien de la Principauté et de l'association de Pascal Olmeta, Un sourire, un espoir pour la vie. Un an après la mise en service de la bretelle Est, quel bilan tirer de cette réalisation? A-t-elle eu un impact sur la circulation à l'entrée de la Principauté? Réponse dans ce journal. Ce soir, nous nous intéresserons aux arnaques en ligne. 9 Français sur 10 y ont déjà été confrontés. Comment s'en prémunir? Quels signes doivent nous alerter? Jérôme Notin, directeur général de cybermalveillance.gouv.fr, nous éclairera à ce sujet. Et puis à la fin de ce journal, vous découvrirez les premières images de L'Or du Rhin de Richard Wagner par l'Opéra de Monte-Carlo, présenté comme étant la grande production lyrique de l'année. Avec 85% de salariés pendulaires en Principauté, Monaco est un bassin d'emploi essentiel pour la région PACA. Le travail est un moteur pour l'économie monégasque. C'est en ce sens que le gouvernement princier a lancé en 2023 son premier forum pour l'emploi. Un rendez-vous où employeurs et demandeurs d'emploi se rencontrent et créent des opportunités professionnelles. La 3e édition du forum pour l'emploi a lieu lundi prochain au Grimaldi Forum. Et pour en parler, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Ce forum pour l'emploi est un rendez-vous qui a fait ses preuves en Principauté. La prochaine édition aura donc lieu le 24 février prochain au Grimaldi Forum. Il s'inscrit dans la continuité des précédentes éditions? Alors il s'inscrit dans la continuité avec quelques nouveautés. A priori un succès probable puisque nous avons un nombre de participants côté employeur qui est supérieur à celui de l'an dernier et que nous avons déjà plus de 3800 visiteurs à date qui sont préinscrits sur le site de Monaco pour l'emploi, ce qui ne préjuge pas de l'affluence réelle puisque, comme vous le savez, beaucoup de gens se présentent et s'inscrivent à la dernière minute. Donc nous sommes plutôt optimistes sur cette nouvelle réalisation. Vous vous attendiez à un tel succès lorsque vous avez décidé de lancer ce forum? Eh bien, écoutez, en septembre 2023, c'était la V0, c'était un petit peu une version test pour voir si le principe fonctionnait. On a été plutôt surpris du succès immédiat, puisqu'on a eu plus de 3650 visiteurs la première année, ce à quoi on ne s'attendait pas, ce qui nous a encouragé à essayer une deuxième édition. La deuxième édition, on était à plus de 5500 visiteurs, et je crois que le nombre de préinscrits de cette année laisse présager encore une fois un beau succès pour Monaco pour l'emploi. Je pense que c'est un événement qui est important, qui a trouvé sa place, qui a un rôle essentiel, à mon avis, dans la recherche de nouveaux candidats à l'emploi, en sachant qu'il faut aller les chercher de plus en plus loin et que l'audience qui est donnée au forum, au travers de vous d'ailleurs, des médias, de la presse, nous permet de faire savoir que Monaco offre toujours de l'emploi. Et puis c'est aussi une vitrine, à mon sens, extrêmement importante qui valorise l'entrepreneuriat et les sociétés monégasques et montre le dynamisme de notre économie. Et qui permet aussi de renforcer le marché du travail en Principauté. Il renforce le marché du travail et vous le savez, la bonne santé du marché du travail, c'est le garant de la bonne santé de notre modèle social et économique. Donc c'est pour nous une obligation d'être capable de mobiliser les candidats pour venir finalement honorer toutes les offres d'emploi et permettre le développement des entreprises monégasques. Parce que la Principauté reste un bassin d'emploi essentiel pour la région PACA.
Je crois que tout le monde le reconnaît, hein, tant Monaco que les élus locaux français et même les pouvoirs publics italiens sont bien conscients de l'importance de Monaco sur le plan économique. C'est un salaire moyen supérieur à ce qu'on constate dans les autres régions de France, c'est des retraites meilleures, c'est une couverture assurance maladie qui est meilleure, c'est finalement une qualité de l'emploi qui est plutôt bonne dans des conditions très satisfaisantes. Je crois que tout le monde est intéressé à venir à travailler à Monaco. D'ailleurs, si on regarde la longévité des salariés de la principauté, elle est excellente. Les salariés sont extrêmement fidèles à la principauté et lorsqu'ils quittent un emploi, leur seul souci finalement, c'est de retrouver un emploi en principauté parce qu'ils ont pu apprécier la qualité de l'accueil dans les commerces, les sociétés, les entreprises de la principauté. Vous avez évoqué tout à l'heure des nouveautés pour cette 3e édition. Quelles sont-elles ? Alors, quelques nouveautés en termes de secteurs d'activité. Des secteurs qui, l'an dernier, étaient peu représentés sont ceux du luxe et du yachting, qui sont aujourd'hui, qui vont être, à l'occasion de cette nouvelle édition du Forum, très représentés. C'est aussi la présence du Crous, avec lequel nous allons signer une charte qui va permettre de donner accès au logement universitaire pour les saisonniers en saison estivale, ce qui est toujours une problématique, le logement des saisonniers. Et puis, c'est aussi la présence des services numériques de la DITN qui vont venir présenter les avantages à utiliser le service numérique Your Monaco qui a été développé pour faciliter la vie des salariés, des visiteurs et des résidents de la principauté. Il y aura également un nouveau secteur, votre carrière à Monaco, à quoi correspond-il ? Alors, le secteur votre carrière à Monaco, c'est aussi une zone d'entretien individuel dans lequel les employeurs et les candidats à un emploi vont pouvoir se rencontrer et échanger pour la conclusion d'un contrat de travail. Et puis, je voudrais rappeler aussi la présence des différents services du gouvernement avec, bien évidemment, la DRH-FFP, la Direction des ressources humaines de la fonction publique, qui sera là pour présenter les avantages des carrières publiques. Je veux aussi noter la présence de la Direction du travail, du service de l'emploi, de la cellule emploi jeune et de la commission d'insertion des diplômés qui vont faire la promotion des carrières en principauté, expliquer les possibilités d'évolution pour les salariés de la principauté. Et puis, bien sûr, je n'oublie pas les caisses sociales qui seront là pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser des salariés ou des employeurs sur les prestations sociales auxquelles on a droit, sur les prestations de retraite auxquelles on ouvrira droit en fin de carrière. Et je crois que c'est des préoccupations qui sont partagées par beaucoup de candidats à l'emploi et par beaucoup d'employeurs. On rappelle la date de ce forum, lundi 24 février, une date qui est idéale également pour les saisonniers, hein, Christophe Robineau. Exactement, c'est le choix que nous avions fait. Alors la V0 s'était déroulée en septembre, c'était une version test qui avait été un beau succès. À partir de la 2e édition, nous avions décidé de la positionner en février puisque c'est la période où se passent les campagnes de recrutement pour les saisonniers qui vont venir travailler, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration pendant l'été. Donc c'est à mon avis, une période idéale pour tenir ce forum. Et on rappelle que toutes les informations relatives à ce forum Monaco pour l'emploi qui aura donc lieu lundi 24 février sont à retrouver sur le site officiel de l'événement. Merci beaucoup Christophe Robineau. Merci beaucoup Émilie. Direction le Monténégro à présent. Le président du Conseil national, Thomas Brezzo, vient d'achever une visite officielle. Ce déplacement qui entre dans le cadre du renforcement des liens interparlementaires entre les petits États d'Europe aura été ponctué par plusieurs temps forts. Le reportage sur place de Christinda Petit-Homel et Thomas Deus. Accompagné de Guillaume Rose, le président de la Commission du patrimoine et directeur général exécutif du MEB, le président du Conseil national, Thomas Brezzo, a commencé sa journée lundi à Podgorica en rencontrant dans la matinée Andrija Mandić, le président du Parlement monténégrin. L'objectif de cette rencontre, discuter des possibilités de coopération et nouer des éventuels partenariats afin de renforcer les relations entre les parlements des petits États d'Europe. Comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer, je pense qu'aujourd'hui, le poids des instances internationales est de plus en plus grand sur les pays, quels qu'ils soient, petits ou grands.
il est davantage, bien sûr, pour les petits États que nous sommes. Et effectivement, renforcer la coopération entre les différents États pour arriver in fine, et ça c'est le but auquel je souhaite parvenir, avoir une coopération plus globale entre ces 10 petits États nous permettra de peser de manière globale et en groupe, en fait, dans le cadre des votes qui ont lieu dans le cadre de ces instances internationales. D'où l'intérêt, pour moi, je pense, de réunir l'ensemble de ces petits États dans le cadre d'une convention ou autre. C'est encore à déterminer, mais d'arriver justement à une politique commune et à pouvoir compter les uns sur les autres lorsqu'il y a un vote qui va concerner l'un d'entre nous. Au cours de cette visite, plusieurs axes de collaboration ont donc été abordés, tels que la protection de l'environnement marin, l'éducation, la lutte contre le blanchiment de capitaux, le développement du tourisme durable ou encore l'attractivité économique. L'attractivité économique, c'est énorme et surtout, c'est la diplomatie économique, y compris la diplomatie parlementaire, qui sont aujourd'hui les meilleurs atouts pour un petit pays. Et entre petits pays, c'est-à-dire entre le Monténégro et Monaco, nous avons des points communs absolument énormes. J'ai donc pu non seulement discuter avec les ministres, mais aussi avec le président de l'attractivité économique monégasque, mais aussi j'ai l'occasion de rencontrer la présidente de la Chambre de commerce du Monténégro, avec qui je devrais pouvoir monter probablement une opération en 2026 qui est tout à fait intéressante et qui pourrait bénéficier aux entreprises monégasques. Donc c'est vraiment un voyage gagnant pour moi, puisqu'aussi bien du point de vue parlementaire où nous avons pu enrichir nos pratiques que du point de vue économique où nous avons pu soigner l'attractivité, on a fait coup double. Le point majeur de cette visite est la possible signature d'un accord de coopération entre les deux parlements visant à offrir un cadre juridique pour élargir et renforcer la collaboration entre Monaco et le Monténégro. Uzimajući u obzir da su i Crna Gora i Monako turističke zemlje, mislim da postoji mnogo primjera za saradnju naših preduzetnika i preduzetnika iz Monaka. Mi smo za jednu malu zemlju, zemlja koja je najmanje naseljena, imamo sjajne planine, imamo prelijepu obalu, imamo nasmijane i dobre ljude i želimo da posebno u oblasti Mediterana budemo bliski sa onima koji su daleko ispred nas po turističkoj ponudi. À Monaco est jedna od tih zemalja na koju bi voljeli da se ugleda. Lors de ce déplacement, Thomas Brezzo a également eu l'opportunité d'échanger avec les autorités monténégrines, dont le président Jakov Milatović et le premier ministre Milojko Spajić. Vous l'aurez donc compris, une visite qui a permis de renforcer les relations entre Monaco et le Monténégro, tout en consolidant les liens interparlementaires entre les petits États d'Europe. De retour en principauté pour faire la connaissance d'un duo habitué aux exploits sportifs. Christophe Santini et Kevin Roustan se lancent ensemble dans une nouvelle aventure, un défi polaire dans le nord du Canada, soutenu par l'association Un sourire, un espoir pour la vie, présidée par l'ancien footballeur Pascal Olmeta. Le triathlète et para-athlète ont reçu hier les encouragements du prince Albert II, à qui ils ont présenté leur challenge. Le reportage de Vanessa Dessy, Camille Caloni et Jean-Alexandre Dordet. Créée en 2006 par Pascal Olmeta, l'association Un sourire, un espoir pour la vie œuvre pour le bien-être des enfants malades et de leurs familles. À travers des événements caritatifs tels que des défis sportifs, elle mobilise des fonds pour financer ses actions. Prochaine grande aventure, une expédition polaire menée par l'athlète de l'extrême Christophe Santini, accompagné de Kevin. Alors le prochain challenge, c'est un challenge en binôme, donc qui va se dérouler au Canada le 1er mars. Donc je pars avec Kevin Roustan, qui est paraplégique, et en fait on va faire une expédition polaire. Voilà, tous les deux en semi-autosuffisance. Parce que bon, il faut quand même qu'il ait une assistance par rapport à son handicap. Donc en fait, le but c'est de parcourir une trentaine de kilomètres par jour. Alors la difficulté c'est qu'il y a des températures de moins de 30 degrés. Donc, donc on aura un équipement vraiment spécifique et l'idée c'est de lui faire découvrir un environnement que par lui-même il ne pourrait pas découvrir tout seul, quoi. Atteint d'atrophie cérébrale, Kevin Roustan, 31 ans, refuse de laisser son handicap définir ses limites. Passionné de sport, il s'est déjà lancé dans des défis ambitieux aux côtés de Christophe Santini. Ensemble, ils achèvent l'Ironman de Nice en 2016. Aujourd'hui, il se prépare pour son prochain challenge au Canada.
Physiquement, je vais deux fois par semaine chez le kiné, donc on fait du renforcement musculaire, des abdos, et on détend mes jambes parce que ça, je vais rester 8 heures dans un traîneau, donc ça va être éprouvant physiquement, donc il faut que je sois préparé. Je sais que je vais y arriver, qu'il faut croire en soi, et heureusement qu'il y a Pascal, ça fait depuis 15 ans que je suis avec lui. Donc je sais que si je suis là, c'est grâce à lui, et si je fais tout ça, c'est grâce à lui aussi. L'ancien gardien Pascal Olmeta a été fait chevalier de l'Ordre national du mérite par Didier Deschamps, en hommage à son engagement associatif, une reconnaissance qui le touche profondément. Pendant que Didier Deschamps me remettait cette médaille, pour moi la fierté c'était, et c'est que mes parents auraient été fiers. Et ça, c'est le plus important. Mais je regardais en même temps le regard de Kevin, qui, lui, en avait pratiquement les larmes aux yeux. Et ça, c'est important. C'est la plus belle des richesses qu'on peut avoir. Tout simplement de se rappeler d'où on vient. Ça, c'est le plus important. C'est ce que je dis à mes enfants. Mais aussi, perdre ses parents par cette maladie, ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai aussi perdu quelqu'un de ma famille. Et le football m'a tout donné. Et de pouvoir rendre, c'est le plus important. Rendez-vous donc le 1er mars prochain pour suivre les aventures de Christophe et Kevin au Canada dans un périple de l'extrême. Dans le reste de l'actualité, Monaco, officiellement capitale mondiale du sport 2025. C'est au Palais Princier que le prince Albert II a signé aujourd'hui la plaque commémorative en présence des plus hautes autorités monégasques et de représentants de l'Association des capitales européennes du sport. Dans son discours, le prince souverain a rappelé l'engagement de son pays dans la promotion des valeurs du sport et de son développement. Plusieurs événements seront organisés tout au long de l'année pour honorer ce titre, tel que l'exposition consacrée aux 40 ans du Stade Louis II. C'était le 10 janvier 2024. L'échangeur Monaco-Est était mis en service et offrait ainsi une alternative plus fluide et moins encombrée aux automobilistes souhaitant rejoindre la principauté, notamment aux heures de pointe. Un an après, est-ce que cette bretelle a réussi à désengorger les accès à Monaco? Élément de réponse avec Vanessa Dessy et Marie-Ève B. Un an après l'ouverture de la bretelle Monaco-Est Beau Soleil, près de 3000 véhicules empruntent désormais quotidiennement ce nouveau tronçon, réduisant ainsi le trafic traversant la Turbie et fluidifiant la circulation sur l'autoroute A500. Ces ambitions ont été satisfaites et réussies. Nous avons des signes et des résultats tangibles un an après, puisque concernant le tunnel de l'A500, le nombre de fermetures du tunnel de l'A500 a diminué de 70%. Nous avons diminué par plus de 4 le nombre et la durée des fermetures du tunnel. Perchée au-dessus de Monaco, la Turbie a toujours été un point de passage stratégique pour les automobilistes se rendant en principauté. Aux heures de pointe, les rues du village étaient souvent engorgées. Depuis janvier 2024, la nouvelle bretelle autoroutière a permis de réduire le trafic, traversant le cœur du village. Les élus et les habitants constatent ainsi une diminution du nombre de véhicules. La Turbie retrouve donc une certaine tranquillité. Pour les Turbiasques, dans le village, des conditions de vie qui se sont grandement améliorées. Les congestions que l'on trouvait régulièrement et qui nuisaient à la qualité de vie des habitants, des commerçants, des écoliers qui se rendaient le matin à l'école, ces congestions ont quasiment disparu, grâce notamment au maintien en condition du tunnel de l'A500, puisque le report de trafic du tunnel vers la turbine ne se fait plus. Dès le début du projet, Vinci a collaboré étroitement avec des architectes paysagistes et l'architecte des bâtiments de France pour garantir une intégration harmonieuse de la bretelle, située dans un cadre majestueux marqué par l'histoire et la présence du Trophée d'Auguste. Cette infrastructure devait respecter l'identité du site. Un soin particulier a été apporté au mur, habillé d'un parement architecturé, tandis que 700 végétaux ont été plantés pour favoriser une belle insertion paysagère. Un pari réussi qui conjugue modernité et préservation du patrimoine.
Intéressons-nous à présent à un phénomène qui est en constante augmentation. Les actes de cybermalveillance toucheraient 9 personnes sur 10 en France. Comment les détecter et comment agir quand on en est victime? Quels sont les outils que nous avons à notre disposition? Pour le savoir, nous avons contacté Jérôme Notin. Il est le directeur général de cybermalveillance.gouv.fr. Bonsoir Jérôme Notin. Bonsoir. Nous avons célébré il y a une semaine la journée pour un Internet plus sûr. Est-ce que cela existe tout d'abord, un Internet 100% sécurisé? Je dirais que s'il existait, notre dispositif d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance n'existerait pas, malheureusement. Non, il y a beaucoup de gens qui vont profiter de vulnérabilités tant techniques qu'humaines et qui vont escroquer des gens, qui vont rentrer dans des systèmes d'information pour compromettre les données, faire de l'espionnage, faire des actes de cybermalveillance. Oui, les arnaques sont régulières, parfois extrêmement bien ficelées. Qu'est-ce qui doit nous alerter quand on a un doute? Quels sont les bons réflexes à avoir? Les escrocs vont souvent jouer sur l'urgence ou la volonté de faire des actions qui ne sont pas légitimes, comme par exemple potentiellement récupérer un colis que nous n'aurions pas commandé. Donc sur la notion d'urgence, malheureusement, ils vont vous envoyer des messages, ils vont nous envoyer des messages donc qui vont nécessiter une réponse très rapide et on va baisser notre propre niveau de vigilance et là, on va tomber dans le panneau. Quelles sont les arnaques les plus courantes? La première arnaque, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage, c'est-à-dire on va vous envoyer un message qui va vous inciter à, par exemple, cliquer sur un lien pour rentrer des données personnelles. En France, l'année dernière, en 2024, phénomène identifié en 2023, nous avons eu beaucoup d'arnaques aux faux conseillers bancaires. C'est-à-dire qu'on va vous envoyer un message en disant clique ici pour récupérer ton colis, par exemple, et là, vous allez rentrer des données, dont des données bancaires, qui vont être utilisées par les escrocs pour vous appeler, vous mettre de la pression avec la notion d'urgence en vous indiquant que vous êtes victime, là à l'instant T, d'une arnaque sur votre compte bancaire, sauf que c'est l'escroc qui vous appelle, qui va vous inciter à faire des opérations qui vont faire qu'il va vider votre compte bancaire. Dans un autre type d'arnaque, celle au sentiment a fait la une des médias il y a quelques semaines, l'arnaque au faux Brad Pitt. Elle a fait beaucoup parler d'elle aussi. Elle a fait beaucoup parler d'elle parce que la victime a eu le courage de témoigner. Le phénomène n'est pas nouveau. Effectivement, c'est l'arnaque à la romance, à l'escroquerie sentimentale. Ça fait beaucoup de victimes, ça fait beaucoup de victimes au quotidien. On a eu la chance que les médias aient repris cette information parce que seule la communication et l'information peut permettre d'élever le niveau de vigilance en fait des victimes. Donc voilà, ne pas se moquer. Ce qu'il faut retenir, c'est évidemment ne pas tomber dans le piège de l'arnaque à la romance, mais d'une manière générale, être vraiment tolérant avec les victimes. Et quels sont les recours en cas de préjudice? Le dépôt de plainte. Il est fondamental que la puissance publique ait connaissance de l'impact et de l'ensemble des phénomènes. Et seul le dépôt de plainte peut permettre aux services d'enquête, d'une part, d'avoir connaissance donc de la masse de ce phénomène, et puis, évidemment, de potentiellement avoir des éléments techniques qui vont permettre l'identification des auteurs et de les mettre en cause. Et prochainement, votre site sera également transposé ici à Monaco. Transposé en version monégasque avec, comme nous l'avons fait sur le territoire national français, une identification des entreprises en capacité d'apporter une réponse technique lorsque le tissu industriel et administratif est victime de cybermalveillance. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme Notin, de nous avoir éclairé sur ce sujet de la cybermalveillance. Merci à vous. Merci à vous. À partir de demain, l'Opéra de Monte-Carlo présente L'Or du Rhin de Richard Wagner, mise en scène par David Livermore. Cette nouvelle production se veut moderne tout en ayant une approche musicale révolutionnaire. Écran géant, effets spéciaux, instruments d'époque, tout est réuni pour séduire le spectateur. José Sacré vous en dit plus. Prologue à l'anneau du Nibelung, le massif principal de la chaîne de montagnes wagnérienne, l'Or du Rhin est à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo jusqu'au 25 février avec une équipe de chanteurs triés sur le volet sous la direction de Gianluigi Capuano et les musiciens du Prince Monaco jouant sur des instruments de l'époque de Wagner, instruments retrouvés dans des collections et des musées.
Davide Livermore, le génial metteur en scène de Don Carlo, Jules César et Caruso, lors de précédentes saisons de l'Opéra de Monte-Carlo, a fait de l'Or du Rhin un spectacle grandiose et étonnant. On doit avoir le courage de créer, d'inventer un monde qui est capable, pas de raconter mes problèmes, mais de raconter cette histoire. Moi et toute mon équipe était au service de rendre compréhensible, au premier, l'histoire, et deuxième, la fantasmagorie qu'il veut dans ses créations. Et un inventeur du monde comme lui, pour être à côté et être au service, on doit avoir le courage d'inventer quelque chose qui reste dans la tête, dans les yeux, dans l'oreille de la gens, au service de sa musique, au service d'une histoire qui doit être nécessairement quelque chose d'extraordinaire. Et si les gens qui n'aiment pas Wagner va découvrir Wagner, bon, j'ai fait mon travail. L'Or du Rhin de Richard Wagner, mise en scène par Davide Livermore, c'est jusqu'au 23 février à la Salle Garnier. Et sachez que le reportage qui vous emmène dans les coulisses de cette super production est toujours disponible sur nos réseaux. Parlons échecs. À présent, Monaco accueille depuis aujourd'hui l'une des étapes du Grand Prix féminin FIDE. Cette compétition internationale réunit les meilleures joueuses au monde. Présentation de l'événement avec Fabien Bonilla et Alexa Vial. 10 des 20 meilleures joueuses mondiales participent à ces parties d'échecs du 18 au 27 février à l'hôtel Novotel. Pour les non-initiés, le Grand Prix féminin FIDE rassemble au total 20 joueuses, chacune disputant 3 des 6 tournois prévus dans la saison. Chaque étape est un tournoi fermé à 10 joueuses, comme ici à Monaco, où les points sont attribués en fonction du classement final. Après avoir récemment accueilli le championnat d'Europe de parties rapides et de blitz féminin, Monaco renforce son statut de destination incontournable pour les échecs internationaux. Pour nous, à la Fédération monégasque d'échecs, on est très heureux d'accueillir pour la 3e fois cette compétition. Et donc on est très heureux pour le rayonnement de la principauté. On avait organisé en 2015 dans le casino de Monte-Carlo, au Salon de Touzé, et en 2019, donc pas très loin d'ici, au Yacht Club. 2025 au Novotel donc. En attendant, l'élite mondiale des échecs s'est retrouvée à l'hôtel Hermitage pour la cérémonie d'ouverture lundi soir. Parmi les 10 joueuses en compétition, plusieurs figures majeures du circuit international venant du monde entier. We have a few players from the top 10 of the world rankings, including 2 Indian players, Hampi Canero, the recent world champion in rapid chess. From China, we have Grandmaster Tan, who is participant of the World Championship matches, a world champion as well. German player Elizabeth Petz, one Mongolian player as well. So really good combination of ladies who were really successful during the last 10-15 years, and now they are trying to compete again for the World Championship title, for the crown. Vous pouvez assister à ces rencontres au Novotel. Les parties débuteront chaque jour à 15 h. Notez que la dernière ronde du 27 février débutera à 14 h. Des face-à-face certainement passionnants. Ces joueuses s'affrontent pour des points cruciaux en vue du classement général du Grand Prix d'échecs. Depuis le début des vacances scolaires, nous vous proposons quelques idées pour occuper vos enfants. Ce soir, nous sommes allés à la rencontre d'Apichou, qui organise des ateliers créatifs en famille. C'est un reportage de Sarah Villemain et Jean-Alexandre Dordet. Paillettes, rubans, gommettes et coloriages, les activités créatives font leur grand retour pendant les vacances scolaires. L'entreprise Apichou, créée par Clémence da Silva Gomez, accueille les enfants pour des ateliers divers et variés. Aujourd'hui, je propose 2 activités. Les enfants ont le choix de décorer un cerf-volant avec des feutres indélébiles, ou ils ont aussi la possibilité de créer un petit masque de carnaval avec de la feutrine et d'autres éléments décoratifs.
En ce qui concerne les cerfs-volants, les enfants ont la possibilité d'utiliser des pochoirs ou d'utiliser des feuilles qu'ils vont décalquer en fait sur le cerf-volant. En ce qui concerne les masques, en fait on utilise un gabarit à découper, à retracer sur de la feutrine ou du papier mousse pailleté. Et ensuite, ils font toutes les décorations qu'ils souhaitent sur leur masque. Donc, ils peuvent suivre le modèle ou simplement se laisser aller et se guider par leur créativité. Cette activité permet donc aux enfants d'exprimer leur créativité, et tous d'une manière différente. Je suis en train de dessiner quelque chose qui est sur mon t-shirt. Je colorie des petites formes que j'aime bien. Je fais un nounours, une tortue et mon prénom. Parents et grands-parents apprécient ces moments et n'hésitent pas à y participer. On vient régulièrement, Quand je l'ai, je trouve que c'est un atelier sympa à faire à deux en plus. Oui. Happy Chou propose des activités tout au long de l'année, chaque mercredi, samedi et dimanche pour les enfants et les parents. Plusieurs ateliers sont prévus jusqu'à la fin des vacances scolaires. Et n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux d'Happy Chou pour connaître son programme. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la météo d'Émilie Flamin, suivie de votre magazine Culturama proposé par José Sacré. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali et Pascal Olmeta, décorés de l'Ordre national du mérite par Didier Deschamps, en présence du prince Albert II, une distinction qui vient saluer son engagement à travers son association Un sourire, un espoir pour la vie. Passez une excellente soirée et à demain, 19 h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, le ciel restera très chargé demain matin. Durant l'après-midi, le soleil devrait pointer le bout de son nez, mais il restera timide en principauté. Côté température, il fera frais, entre 8 et 12 degrés. En ce mercredi 19 février, nous fêterons les Gabins. Et parce que l'écologie est au centre de nos vies, ce mercredi sera sous le signe de la Journée internationale de la baleine. Une cause importante pour continuer à protéger les mammifères marins. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.